que les travaux durent. Les 4 km de la section urbaine de la route nationale numéro 4 qui passe devant l'hôpital Yalgado est toujours en chantier. Plusieurs questions sur les raisons du retard sans réponse convaincante. Hier, 29 décembre, le bailleur de fonds lui-même s'est rendu sur le chantier. Le président de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, veut comprendre les causes du retard. Rémi Lambert-Nivier. 5 ans de travaux pour 4 km de route à bitumé. Le tronçon reliant l'échangeur de l'Est à l'intersection des avenues de la Liberté et Thomas Sankara, connu sous le nom de route de l'hôpital, détient certainement le record de retard en matière de construction d'infrastructures routières au Burkina. Maintenant, on est peut-être plus à l'aise pour parler parce que ce chantier-là, comme vous le voyez, se situe en plein centre de la ville de Ouaga. Il n'a pas été possible de faire des déviations pour pouvoir faire les travaux. Vous voyez, au sud, vous avez Charles de Gaulle, mais qui est déjà engorgé, et au nord, vous avez la forêt classée. Deuxième difficulté, nous avons eu beaucoup de mal à délocaliser les gens, puisqu'il a fallu tous ceux qui étaient installés sur les voies, les recenser, les indemniser, les replacer. Et c'était une des grandes conditionnalités du bailleur de fonds. Nous avons mis beaucoup de temps à le faire. Troisièmement, nous avons eu beaucoup de problèmes pour déplacer les réseaux. On a dû attendre souvent des périodes de fête pour pouvoir couper et pouvoir faire les ouvrages pour ne pas trop perturber la circulation dans la ville. Plus bien sûr quelques responsabilités qui sont liées à nos organisations respectives qui ont engendré un peu ces retards-là. Donc vous n'avez pas eu de problème financier? Non. Pour l'instant, non. Nous sommes restés globalement dans le budget, sauf les choses qu'on nous a demandé de faire en plus. Sinon, il n'y a pas eu de problème de financement, non. Les travaux ne sont pas encore achevés. Ils sont juste presque achevés. Je dois dire qu'à ce jour, il nous reste le béton bitumineux à passer sur le pont que nous pensons faire cette semaine et 2 passerelles. Donc vous voyez une là et l'autre au niveau de l'hôpital à mettre en place. En dehors de ça, il reste juste quelques petits travaux de pavés. Sinon, globalement, plus de 91 à 95% du travail est déjà fait. Financé à plus de 90% par la Banque ouest-africaine de développement BOAD, son président en visite sur le chantier ce 29 décembre exprime à demi-mot son ouf de soulagement. C'est-à-dire c'est de la belle ouvrage qui s'intègre parfaitement dans un environnement plein de contraintes. Nous avons la contrainte de la forêt, qui est une forêt sacrée, et la contrainte de l'hôpital, et vous avez surtout la contrainte de la vie, de la circulation. Donc je pense que ce que j'ai vu là, c'est le fait d'avoir réussi à concilier toutes ces contraintes et faire de cet ouvrage incontestablement de la belle ouvrage. Et je tiens vraiment à féliciter l'ensemble des opérateurs ici, à féliciter le maire qui a tenu bon, en dépit de probablement des contraintes qui ont été imposées aux populations. Je tiens également bien évidemment à féliciter Monsieur le ministre qui a eu, je pense, avec le gouvernement, a eu la bonne vision de ce qu'il fallait faire pour moderniser les infrastructures, faciliter la vie des populations, la fluidité de la circulation, et ceci, je pense, est créateur de véritables richesses pour l'ensemble des populations. La fin des travaux de cette section urbaine de la RN4 est annoncée pour au plus tard fin mars 2021. À présent, le grand format de cette édition consacré à la hausse parfois vertigineuse des montants des factures d'eau ces derniers mois. Depuis l'avènement du nouveau système de facturation, l'on assiste régulièrement à des plaintes de consommateurs décriant le relevé bimestriel. Ils estiment que c'est ce système qui est à l'origine de la surfacturation. L'ONEA, l'Office national de l'eau, a donné des explications qui ne convainquent pas les populations. Face aux plaintes répétées, le gouvernement dit avoir pris des mesures pour résoudre le problème. Majid Bakou. Je pèse 5 000, 7 500 ou 8 000 comme ça. Voilà, que moi je paye. Aujourd'hui, moi j'ai eu 77 000. C'est une interview que nous avons réalisée en juillet dernier dans une agence de l'ONEA à Ouagadougou. Ce monsieur avait reçu sa facture d'eau avec une somme faramineuse à payer.
Ils sont nombreux les abonnés de la Nationale de l'eau qui étaient dans la même situation. 5 mois après notre reportage, nous voilà encore dans certaines agences de la capitale burkinabé pour savoir s'il y a du changement. Malheureusement, le problème est toujours d'actualité. Dans cette agence située à la cité N3 de Ouagadougou, c'est une longue file d'attente. Certains sont venus régler leurs factures d'eau et d'autres pour des problèmes dits de surfacturation. Les abonnés sont toujours à la recherche de solutions à ce problème qui devient de plus en plus sérieux. Donc la dernière facture qui est venue ici, j'allais payer. On m'a dit non, que moi j'ai des retards de factures impayés. J'ai dit non, moi je n'ai jamais fait une semaine sans aller régler mes factures. Donc on m'a dit de venir au siège, je suis venu au siège. On m'a fait vraiment savoir que le mois de juillet et août, je n'ai pas payé. Mais moi je n'ai pas reçu de facture. Alors que les responsables de l'ONEA avaient annoncé qu'une solution sera trouvée au problème, les abonnés sont toujours dans l'attente. L'exécutif est obligé d'intervenir. La situation a été débattue à l'issue du dernier Conseil des ministres. Et selon le porte-parole du gouvernement, même des ministres ne sont pas épargnés par cette affaire. Il ne faut pas oublier que les ministres sont également des consommateurs d'eau. Beaucoup de ministres ont exprimé des situations où ils étaient à des consommations de 20 000, 25 000, et on l'a dit de payer 75 000, 5 000 francs. Donc il y a un problème que tout le monde vit en tant que Burkinabé. En vue de trouver une solution dans un bref délai, le Premier ministre a donné des instructions fermes sur la question. Le Premier ministre a donné deux instructions, une instruction ferme. C'est que le ministre en charge de l'eau reçoive le DG et le PCA de l'ENEA avec deux directives. Premièrement, puisqu'il y a des factures qui sont en train d'arriver, certains reçoivent 3 ou 4 factures, que sur ces factures-là, il ne soit pas question de prélever la moindre pénalité que ce soit. Deuxièmement, que l'on regarde le système et que s'il est nécessaire de revenir sur le système, que l'on revienne dessus afin qu'il n'y ait pas d'éléments qui puissent brimer les gens. Ce problème de surfacturation intervient après le système de relevé bimestriel entamé par l'ONEA depuis quelques mois. Au sein des consommateurs, si ce nouveau système devrait continuer avec son lot de problèmes, on pense que mieux vaut revenir à l'ancien système. Prenons à présent la direction de Bobo-Dioulasso où la question du foncier continue de faire des vagues. Les populations ont maille à partir avec le maire de l'arrondissement 4, accusé d'opérer un lotissement déguisé pendant que la mesure est toujours suspendue. Accusation réfutée par le mis en cause qui parle plutôt d'une opération de recensement. Soto Justin Dabiri. Ces habitants de la zone non lotie du secteur 33 dans l'arrondissement 4 de Bobo-Dioulasso en colère dénoncent une décision du maire de l'arrondissement qui veut procéder au recensement de leur habitat pendant que, disent-ils, les mesures de lotissement à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou sont suspendues. Ils disent être surpris de cette décision qui n'est rien d'autre pour eux qu'un projet de lotissement déguisé. Nous sommes là au niveau de la population. Donc on va aller informer, tu nous donnes un temps, on va aller informer la population. Si la population est d'accord de ce que tu veux faire, on va venir te donner des comptes rendus. Le maire dit non, que ce n'est pas d'accord, que lui n'est pas dedans. Que parce que lui, il est en train de nous donner des explications, que ce n'est pas un droit pour lui. Donc c'est à cause de ça, nous aussi on dit non, nous on ne peut pas accepter ton proposition tant que la population ne soit pas au courant. La population dit, le gouvernement a suspendu le lotissement. Nous sommes en train d'écouter le gouvernement. Si le gouvernement nous dit, à partir d'aujourd'hui, il y a le lotissement, nous on est d'accord. Mais le maire Bakone, avec sa suite, avec les immobiliers qui vont l'utiliser, nous on dit non. Et pourtant, il ne s'agirait pas d'une opération de lotissement selon le maire Bakone Milogo. Il s'agit, dit-il, d'une opération de recensement qui consiste à dénombrer les habitats spontanés de l'arrondissement. Il n'a jamais été question de parler de lotissement. Vous et moi, nous savions tous qu'il y a une mesure qui suspend les lotissements à Bobo et à Ouaga. Et d'ailleurs, je suis le porte-parole de Bobo et Ouaga lié à cette question de lever des mesures par rapport au lotissement. Et au regard de ces phénomènes de pression des promoteurs immobiliers sur le conseil, nous avions décidé en conseil de dénombrer les habitats spontanés, ça veut dire les maisons, et connaître un peu le nombre de maisons qu'on peut compter dans la zone d'habitat spontané de notre arrondissement et pouvoir effectivement mener des bonnes discussions avec les promoteurs immobiliers. Pressé par les manifestants, le maire finit par accorder un entretien à leurs responsables. À la fin de l'entretien, les différentes parties s'expriment.
S'il veut utiliser la force, nous n'allons pas accepter. Il doit s'entendre avec la population pour savoir si nous sommes d'accord ou pas avec le projet de recensement. Le maire ne peut pas vendre nos terrains aux sociétés immobilières. Nous allons répartir, rencontrer la base et nous verrons quoi faire pour la suite. Je lui ai dit non. Ce n'est pas vous qui décidez à la place de l'autorité. C'est l'autorité qui dit et vous faites. C'est demain matin que je viendrai là-bas. Organisez-vous demain matin. Je viendrai donner l'information à la population demain matin. Si vous pensez que vous n'êtes pas informé. Quand on me donnait des coups, ils ont filmé. Et donc, à y montrer là où j'ai une arme que j'ai utilisée pour soutenir. J'ai appris à me battre, c'est d'accord, en art martial. Moi, ils m'ont tapé, mais je n'ai rien fait à quelqu'un. Ils ont filmé la scène, mais j'attends les films sur le Facebook pour pouvoir utiliser ça pour me plaindre. En attendant que la justice n'intervienne dans cette affaire, le maire reste sur sa position. Il ira, dit-il, cette fois accompagné des forces de l'ordre, apporter la vraie information aux populations avant de procéder à son projet de recensement des habitats spontanés de la zone non lotie du secteur 33. Ce sont des phénomènes qui empêchent très souvent les jeunes filles d'aller au bout de leur cursus scolaire. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit des grossesses et des mariages d'enfants en milieu scolaire. Entre 2017 et 2018, ce sont près de 7000 cas de grossesse qui ont été enregistrés au poste primaire et au secondaire. Le ministère en charge de l'Éducation nationale veut renforcer son dispositif de prévention. Il a élaboré un guide d'orientation qui a pour but d'harmoniser les actions de prévention de la sexualité précoce en milieu scolaire, un document qui a été soumis à validation ce 28 décembre. Justin Yamoto. Au Burkina Faso, en 2017 et en 2018, c'est plus de 7000 cas de grossesse au poste primaire et secondaire enregistrés. Face à cela, un guide d'orientation est élaboré par le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales à travers sa direction de promotion de l'éducation inclusive, de l'éducation des filles et du genre. L'objectif de ce guide est de créer une harmonie dans les actions de prévention de la sexualité précoce en milieu scolaire. Le premier draft a été rédigé en 2019 dans le cadre du projet SOUET. Le draft actuel a été produit en collaboration avec le groupe de plaidoyer éducation et financé par Diaconia. Le présent guide d'orientation et d'harmonisation des actions de prévention de la sexualité précoce, de gestion des cas de grossesse et de mariage d'enfants en milieu scolaire définit les orientations nationales pour la promotion de l'abandon des mariages d'enfants en milieu scolaire. On a constaté qu'il y a une multitude d'acteurs qui interviennent dans le domaine des grossesses précoces, dans le domaine même de l'éducation à la santé sexuelle des enfants et de la lutte contre les mariages d'enfants. Il était donc de bon ton que le ministère qui a à charge de cette éducation holistique de l'enfant travaille à coordonner toutes ces actions, à harmoniser pour que l'ensemble puisse tenir compte de la vision du ministère et des objectifs poursuivis. Le mariage précoce empêche les enfants et surtout les jeunes filles d'évoluer normalement dans le milieu scolaire. Ce guide élaboré vise plus à informer les élèves. Il ne s'agit pas d'une matière qu'on enseigne. Ce sont des activités qui sont menées à l'endroit des élèves en extra-classe. Et comme les interventions sont souvent disparates, il faut qu'on parle le même langage. Donc c'est pour moduler ces informations-là et qu'on harmonise les interventions. Mais ce n'est pas une matière qu'on va enseigner, mais c'est des connaissances à donner aux enfants pour prévenir, pour qu'ils aient une sexualité responsable et que leur éducation ne soit pas, en tout cas, compromise à cause donc, des problèmes de sexualité mal gérés. Pour ces acteurs de l'éducation, le défi est de réduire par des moyens efficaces les mariages précoces dans nos écoles. Selon les estimations, les jeunes filles de 15 à 18 ans sont les plus touchées au Burkina Faso. Mercredi 30 décembre 2020, nous sommes désormais à moins de 48 heures de la fin de l'année, moment choisi par la Confédération générale du travail pour faire le bilan de ces activités de l'année 2020, des actions menées dans le cadre du projet Rosa Luxembourg CGTB et qui a été en grande partie lié à la formation et à la dotation en équipement. On écoute pour plus de précision Moussa Diallo, il est le coordonnateur du projet.
Alors nous sommes dans ces partenariats dans le sens de renforcer effectivement les capacités organisationnelles de la Confédération. Et nous sommes aussi dans ces partenariats dans le sens de travailler à devenir autonomes plus tard pour fonctionner de nous-mêmes. Et les activités qui sont financées aujourd'hui par RLS devraient pouvoir être financées plus tard par la CGTB sans un quelconque soutien. Et si un soutien devrait intervenir, ça devrait être dans le sens d'un appui. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on présente l'activité, c'est un appui. Ça veut dire que la CGTB a d'autres activités qu'elle mène à ses propres frais. Ils étaient au total 100 jeunes entrepreneurs à compétir pour le prix du meilleur entrepreneur de l'année. À l'arrivée, c'est Landry Sawadogo qui l'emporte avec son entreprise spécialisée dans l'élevage. Il remporte ainsi le prix le plus convoité de la 2e édition des Afri Business Awards, une cérémonie de distinction qui met en lumière les jeunes entrepreneurs burkinabés et africains. À cette soirée de récompense des jeunes entrepreneurs, le plus heureux, c'est Landry Sawadogo, double lauréat au Afri Business Awards. En plus du trophée dans la catégorie entrepreneur à succès, il repart avec le Graal, le prix de l'entrepreneur de l'année. Son projet AgroCop, spécialisé dans l'élevage, est celui qui a le plus séduit le jury, parmi les 99 autres projets en compétition. C'est une société qui opère dans le domaine de l'élevage. Voilà, en particulier, c'est un domaine dans l'aviculture, les poissons et la porciculture. Donc, notre objectif de nos jours, c'est nous nous qualifions en fait de créateurs de solutions, voilà, adaptées à nos conditions. Donc, nous avons en place pas mal de structures pour développer de nouvelles solutions, pour apporter de l'aide à nos différents éleveurs, pour permettre que l'élevage vraiment puisse occuper la place qu'elle mérite au Burkina Faso. Les 11 autres lauréats repartent avec des prix du jury dans chacune des 3 catégories, à savoir l'entrepreneur à succès, femme entreprenante engagée et jeune entrepreneur motivé. Pour avoir la chance de faire partie des lauréats, il fallait être bien noté dans ces 3 critères: le chiffre d'affaires annuel, le nombre d'emplois créés, l'engagement de l'entrepreneur et l'impact social de l'entreprise. L'objectif des promoteurs étant de mettre en lumière les initiatives des jeunes entrepreneurs burkinabés et africains en général. Et dans un second temps, permettre à ces entrepreneurs-là d'agrandir la confiance en eux davantage, créer des réseaux entre eux et pourquoi pas se créer des partenariats sous forme de clients, fournisseurs, investisseurs. Mettre ces jeunes innovateurs en réseau afin de booster la création d'emplois au Burkina Faso, une idée qui séduit le ministère en charge de l'emploi des jeunes, qui n'a donc pas hésité à associer son image à cette soirée de récompense. Par leur parcours, on a vu que certains ont commencé très tôt, certains ont commencé très tard, et quel qu'en soit l'âge. Donc ce sont des modèles parfaits qui aujourd'hui méritent d'être promus, d'être valorisés aux yeux de nos communautés. Et pour moi, c'est les inviter à persévérer, à croire en leurs rêves et vivre leur passion, parce que justement, rien de grand ne se fait sans passion. Pour cette 2e édition des Afri Business Awards, les jeunes entrepreneurs de l'espace UEMOA n'ont pas pu prendre part à l'événement comme l'année dernière à cause de la Covid-19. Leur participation est attendue lors de l'acte 3, selon les promoteurs, qui espèrent que la pandémie s'en ira en même temps que la très éprouvante année 2020. C'est généralement un moment très attendu des populations, les festivités de passage à une nouvelle année avec les géants feux d'artifice qui illuminent les cieux des plus grandes métropoles du monde, Londres, Paris, Berlin, pour ne citer que celles-là. Mais cette année, pas de lumière dans le ciel. La plupart des grandes capitales européennes ont annulé ces festivités à cause, une fois de plus, de la pandémie de la Covid-19, dont une seconde vague secoue actuellement l'Europe. Des comptes à rebours, des coupes de champagne, des feux d'artifice qui illuminent les cieux des plus grandes villes du monde. Imprimez bien ces images de l'année passée, car il n'y en aura pas ou peu cette année. Si des millions de personnes fêteront sans doute le passage en 2021 en petit comité, ce ne sera pas la grande fête au milieu des restrictions.
La Nouvelle-Zélande maintient ses célébrations à Auckland, mais à Sydney en Australie, le feu d'artifice se regardera surtout à la télévision ou pour les plus chanceux depuis un balcon. Quelques laissez-passer seront néanmoins accordés au cas par cas pour certains lieux. Dans d'autres pays, c'est plus drastique encore. Pas de spectacle pyrotechnique à Hong Kong, événements annulés à Tokyo et Bangkok. Les festivités sont également annulées à Moscou et à Berlin, alors que la Russie et l'Allemagne font face à une rude deuxième vague de Covid-19. La nuit de la Saint-Sylvestre sera donc bien terne cette année. En France aussi, pas de traditionnel rassemblement sur les Champs-Élysées à minuit. Le couvre-feu qui avait été exceptionnellement levé pour le réveillon de Noël reste en vigueur cette fois. À Londres aussi, le maire Sadiq Khan a demandé aux habitants de rester chez eux. Le feu d'artifice au-dessus de la Tamise a été annulé. Pas de réveillon du Nouvel An non plus sur la plage de Copacabana cette année, où des foules se rassemblent habituellement. À New York, en revanche, la fête du Ball Drop est maintenue à Times Square, mais elle sera réservée à quelques invités d'honneur. Rien à voir donc avec les années précédentes. Seule Gloria Gaynor aura survécu à ces annulations en cascade. Elle chantera d'ailleurs à Times Square, I Will Survive. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur notre chaîne. Bonsoir.